Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait une analyse technique fondamentale et de sentiments, donc liquidité sur Bitcoin, Ethereum, ainsi que le total 3 des altcoins. Allez, intro. Alors, on est là sur Bitcoin face au dollar en 4 heures. Avancer un petit point sur les trades du moment. J'ai ouvert sur Floki en me disant que c'était probablement un bon spot pour une reprise sur les mêmes coins et que Floki était resté un petit peu collé en bas. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. J'ai toujours ce trade en cours sur FitFi, donc Fitness Finance. Trade sur BTC qui se passe plutôt bien également. Trade sur Avax que j'ai rouvert également en disant qu'il avait un petit peu de chemin à couvrir par rapport à Solana, mais j'aurais pu ouvrir sur Solana, ça aurait été un peu la même chose. Et nouveauté un petit peu d'hier, c'est que j'ai ouvert sur Ethereum. On va voir ici comment ça se passe de ce côté-là, notamment sur Ethereum, mais avancer un petit point sur Bitcoin. Alors, concrètement, on est ici sur une potentielle structure de flag, hein, nous c'est ce qu'on joue. Déviation ici sous le flag, pour moi la droite, donc le flag, ce que je parle c'est un drapeau ici, vous le voyez, A, B, C, fin de correction, on dégage en haut. Le flag qu'on voit ici, il y a quand même cette grosse déviation ici qui fait un petit peu douter, puisqu'on est largement passé sous la structure. Pas de rebond ici sur le bas, donc ça fait un petit peu douter. En revanche, on réattaque, vous le voyez, cette trend ici qui est une trend de distribution. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on l'a dépassé pour le moment? Non. Si on la dépasse, on accélère, et pour le moment, ça n'est pas le cas. On avait dit, attention sur le point de contrôle. Le point de contrôle, c'est quoi? C'est quand vous avez une structure de consolidation. Oui, si j'y arrive. Quand vous avez une structure de consolidation, désolé, j'ai mon fixed range qui a bougé, je ne sais pas pourquoi. Quand vous avez une figure de consolidation, eh bien, le point de contrôle, l'endroit où il y a eu le plus de business dans la structure, risque de représenter un danger de rejet. C'est ce qu'on avait dit dans la vidéo d'il y a 2 jours. Pour le moment, c'est ce qu'on a. On voit ici que la structure, en fait, finalement, en 4 heures, ne s'altère pas dans son caractère baissier. Ce que j'entends par là, c'est que pour le moment, on a toujours une structure baissière ici dans ce sens-là. Il faudrait dépasser ce point-là pour être absolument sûr que effectivement on est bien. Et on a ce rejet sur ce niveau 1 heure. Je pense qu'en 1 heure, il a tenu. Vous le voyez, le jaune qui est ici. Et je pense qu'en 1 heure, effectivement, oui, voilà, il a tout à fait tenu son niveau. Donc c'était une excellente entrée pour ceux qui auraient voulu éventuellement jouer un rejet. Pour le moment, il faut considérer que, et moi j'aime bien faire ça, à chaque fois qu'on a ici des cassures de trend, comme on a plus ou moins ici, bah, il faut aller voir ce qui se passe un petit peu dans la sous-structure, dans la plus petite structure. En l'occurrence, ici, eh bien, on va descendre sur le 15 minutes, mais l'idée d'un rejet sur ce niveau-là était tout à fait cohérente. Quand je dis rejet, il faut bien comprendre que je parle d'une unité de temps. Quand je parle d'une unité de temps et quand je parle de trade, c'est-à-dire jouer ici un rejet, eh bien je parle de trader dans son unité de temps. En l'occurrence, ici, on comprend que la 4 heures à la base est baissière, donc il aurait été possible ici de jouer un rejet pour tout simplement, à minima, revenir reprendre le bas, d'accord, ici. C'est tout à fait cohérent, une continuation tout simplement de la structure 4 heures. On a fait un plus haut qui était plus bas que le précédent. Si la structure 4 heures continue, je prends la météo d'hier, je prends le temps qu'il faisait hier pour faire la météo de demain, et bien à ce moment-là, j'ai tout à fait des bonnes chances de venir péter le bas. Maintenant, c'est pas notre scénario privilégié, nous, parce qu'on fait un trading qui s'apparente plus à un trading de psychologie. On regarde énormément tout ce qui est sentiment, toutes ces choses-là, etc. Donc ce qu'on va aller voir, c'est à quel point le sentiment s'est réamélioré. On veut un sentiment qui soit effectivement détérioré. On veut effectivement ici une offre qui soit absorbée par les gros, mais également que les petits aient un mauvais sentiment et qu'ils soient plutôt positionnés à ce stade-là, bah, évidemment, sur une continuation de structure pour pouvoir effectivement la cassé. Mais c'est tout à fait logique qu'on ait rejeté sur ce 1 heure. Pour le moment, on est en week-end, donc on va pas s'attendre à des mouvements non plus incroyables. Quand je regarde la structure 15 minutes, on a cette montée, on avait d'abord quelque chose d'assez impulsif ici, et puis on est en train de larver un petit peu le haut de cette montée, ce qui fait penser qu'on pourrait éventuellement avoir une correction un peu plus
substantielle. Donc à ce stade, ceux qui sont en longue, il y a bien évidemment un TP partiel à prendre, puisque c'est une zone potentielle de rejet, on l'a expliqué. Cela dit, et nous c'est ce qu'on va plutôt jouer, c'est-à-dire un rebond sur trend derrière. Et concrètement, finalement, une figure de retournement type épaule, tête, épaule inversée dans ce style-là. Ce qu'on veut, c'est qu'effectivement la 4 heures soit cassée, donc on veut aller chercher ça, et bien évidemment, après on a des runners qui vont éventuellement aller chercher beaucoup plus haut, mais je vais pas refaire l'histoire. On a déjà parlé de ces targets plus importantes. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que on vient casser le caractère, la potentialité de la parallélité. Vous le voyez ici, on est dans une montée quand même un petit peu molle. Et là, en l'occurrence, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on vient invalider un bear flag et une continuation tout de suite. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc on peut, à ce stade, tout simplement sortir ça. Ça, c'était une target qu'on avait également sur du court terme. Ça a été cassé, c'est bon. Et ça, également, ça a tenu. On pourrait éventuellement tirer un petit peu ça, voilà, pour avoir l'idée de la contraction du moment. Il y a toujours une contraction sur le prix, hein, il y a toujours une time frame qui va se battre contre une autre, et là, en l'occurrence, vous le voyez, la contraction, elle est là. En fait, on contracte entre le caractère haussier que peut avoir la 15 minutes contre le caractère baissier que peut avoir la 4 heures. D'accord? Laquelle va gagner? On aura la réponse si jamais on vient prendre ce point-là. La 15 minutes aura gagné sur la 4 heures si jamais on vient péter ce point-là. Et ça se matérialiserait éventuellement par une structure de retournement qui se fait globalement à peu près toujours en épaule-tête-épaule inversée. L'épaule tête-épaule inversée est littéralement la structure de retournement ultime, que ça soit vers le haut, épaule-tête-épaule inversée, comme vers le bas, épaule-tête-épaule simple. Donc, pour garder un caractère haussier là-dedans, ce qu'on veut, c'est qu'on continue avec un bon momentum. En l'occurrence, pour les plus prudents, on veut également que, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'avant-hier, parce que j'ai pas fait de vidéo hier, ce qu'on voulait c'était une accélération du momentum, et on l'a eu. Ici vous comprenez qu'on a accéléré assez fortement. On veut quelque chose qui a un caractère assez exponentiel, type finalement short squeeze, venir liquider les shorters, utiliser les liquidités shorteuses, donc du mauvais sentiment du moment, utiliser la mauvaise psychologie du moment pour tout simplement repartir en haut. Pour le moment, c'est pas trop mal barré, j'ai envie de dire. Attention à ce rejet sur les 64 qui, encore une fois, avait été prévu pour nous dire 64, c'est le point de contrôle, c'est aussi un niveau 1 heure important, et on a expliqué toute la psychologie d'un rejet, puisque, encore une fois, il faut toujours intégrer la dimension psychologique de ce que vous regardez sur une chart. Donc, bon point sur la structure, on pète éventuellement la distrib, à voir si on ne la réintègre pas, c'est tout à fait possible. Encore une fois, on parle ici d'une ETE inversé, et de manière psychologique, on a quand même ce caractère, on avait expliqué encore une fois l'idée d'un retest qui rate, enfin d'un retest d'une résistance on va dire, qui est également un point de contrôle qui est foireux. C'est quoi? C'est tout simplement tous ceux qui ont acheté au spot à peu près cette zone, cette éventuelle correction ici, tout ce qu'il y avait là-dedans en fait, et on a beaucoup de volume là-dedans, donc on sait qu'il y a beaucoup de monde, et finalement qui sortent, qui ont une porte de sortie, et qui donc du coup se positionnent à la vente. Donc voilà pour ce point-là, ce qu'on veut, c'est une continuation de l'accélération. Je dirais que si on perd ça, c'est déjà pas un très bon point. Si on perd ça, c'est encore un plus mauvais point, ce qui peut-être nous permettra, dans notre caractère de trade management sur BTC, on a ouvert à 57,2. De sortir en profit, de se dire là, bon ok, je ne reste pas éventuellement dans ce trade, ce sera peut-être une erreur, mais en termes de critères de trade management, la perte de cette accumulation-là nous dira, attention, ça c'était peut-être éventuellement une correction supplémentaire. Donc je ne veux pas perdre cette petite trend initiale, on va dire, et j'aimerais bien voir une accélération pour qu'on soit sur une continuation qui, à ce stade, dans une petite UT, j'essaye ici de vous montrer l'histoire. Dans une petite UT, nous dira, on vient chercher le top, hein, c'est ça l'idée. On vient casser le top, donc 73 et quelques. Et pour ceux qui veulent jouer du trade de position, c'est-à-dire du trade dans une time frame beaucoup plus importante, cette entrée ici au 57,2 peut éventuellement nous donner une forme de continuation, c'est-à-dire impulsion,
consolidation, flag, hein, littéralement, continuation. Si je fais la même chose que ce que j'avais fait là, et ben à ce moment-là, je vais ici. Ok, 113. On va quand même viser 88, on va viser 77, c'est-à-dire que tout ça, ce sera des TP partiels pour éventuellement aller jusqu'au trade de position. Notre reliquat, notre runner, essaiera d'aller chercher 115. Donc ne pas confondre les UT et bien comprendre la psychologie de tout ce qu'on regarde, ok ? Ether, Bitcoin, alors pour le coup, il souffre un petit peu sur cette hausse de BTC. On avait quelque chose d'encourageant ici sur un retournement de structure, vous le voyez ici, là, d'accord, et en fait, bon, c'est un rejet, il revient, il retraverse, attention, la trend la moins agressive, et il serait peut-être potentiellement en ce moment en train d'aller revisiter une trend intermédiaire. Si jamais il perd cette trend intermédiaire, on le retrouvera sur son niveau 4 heures qui est ici, le 0,047. J'ai ouvert sur Ether avant d'avoir, bien sûr, ces informations là, et en pensant bien évidemment qu'on allait éventuellement continuer dans ce sens-là. Maintenant, ça peut tenir, c'est-à-dire que, typiquement également, c'est un petit peu la même histoire que précédemment, mais vous le voyez ici, épaule, tête, épaule, potentiel inversé. Si on arrive à s'affranchir des 0,051, on aurait une target bien plus haussière pour Ethereum contre Bitcoin. L'idée étant ici d'essayer d'aller jouer bien sûr des assets qui vont surperformer Bitcoin. Pour le moment, Ether BTC dans une structure littéralement baissière, donc ça n'est pas le cas. Mais on préfère rentrer en bas et être sur puisqu'on cherche des trades de position, être sur une entrée valorisante, qui nous donne éventuellement un bon esprit et un bon point d'entrée pour la suite, pour tenir la position pendant assez longtemps, plutôt que de simplement rentrer une fois qu'on a toutes les confirmations. Donc on rentre sur une UT plus petite, de manière à avoir les éventuelles confirmations plus tard. UT plus petite, on prend nos TP partiels, et à ce moment-là, on peut faire effectivement cette recherche de reliquat plus important. L'idée n'est pas de devenir riche sur un trade, l'idée c'est d'avoir une constance, voilà. Ether contre le dollar, on aimerait bien sortir de la parallélité de ceci. Pour le moment, on la tient, c'est déjà pas mal, c'est-à-dire qu'on ne la perd pas vers le bas, auquel cas tout cela prendra un petit caractère correctif, donc attention à ça. Et à l'inverse, puisque nous, on l'avait dit, notre vrai point d'ouverture ultime, je pense, sur Ether, se trouve à 2760. Mais on a ouvert un petit peu avant, on a ouvert là sur la zone des 2969, dans l'hypothèse où on pourrait éventuellement aller rechercher un petit peu plus haut. Où se trouvent les points de rejet potentiels? Alors en 4 heures, c'est assez évident qu'il y a quelque chose par ici. Même plutôt du daily. Et il est par là, mais on va le remonter un tout petit peu. Faut rester cohérent et franc. Vous voyez qu'on a ici une ouverture et clôture au-delà de ce niveau, donc on peut pas rester sur ces zones-là. Le niveau daily, on est d'accord. Nous, on travaille en hard closing. Hard closing, ça veut dire ouverture et clôture au-delà d'un niveau. Donc là, on a ce niveau. Le point de rejet potentiel est celui où sur Ethereum il faudra dérisquer en très grande partie sa position. En tout cas pour moi, il est par là. Si derrière ça dévisse, ça passe sous notre point d'entrée, aucun problème, c'était juste un trade raté et il y en a dans l'année. On voit aussi ici un joli niveau 4 heures autour des 2900. Est-ce que ça vaut le coup de venir défendre la position? Ce que j'entends par venir défendre la position, c'est que là actuellement le long sur Ethereum il est en 20x, donc en levier 20x. Et je rappelle que le levier importe peu ici, j'ai des questions sur le levier. Moi personnellement j'utilise juste le levier pour ne pas être exposé, ne pas avoir trop d'USDT sur les exchanges. Vous pouvez trader en spot, ça reviendra à peu près à la même chose. Ce qui importe c'est la taille de position. Le levier n'a pas d'importance. 2836 en liquidation sur ce trade sur Ethereum, ça veut dire que ici par là, il faut se poser la question. Est-ce que j'ai envie... D'abord, première question dans mon trade management, est-ce que j'irai pas simplement monter mon stop loss à mon point d'entrée, ce qui veut dire que ce trade n'est pas gagnant mais ne perd rien quoi qu'il en soit.
Est-ce que je dérisque pas à 200%? Moi j'aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire à 200% je sors 50% de ma position, et parfois du coup je mets mon SL à break-even, je sais que j'ai doublé ma position, tout va bien, c'est-à-dire que j'ai pris si je fais une position de 1%, j'ai pris mon pourcent de profit, ça me va. Derrière, si je ne le fais pas, ici, il m'arrive parfois de venir défendre la position. Et là, pour le coup, vous voyez que ça reste très cohérent par rapport à notre entrée à 2757 qu'on avait envie de faire par le passé. Donc, dans l'idée, il est possible ici de sortir une partie des profits pour se dire ça me permettra non pas d'avoir un stop loss plus haut, mais de redoubler à nouveau ma position, c'est ça hein, l'idée, pour avoir après derrière un prix de liquidation autour des 2600, ce qui nous correspondrait bien sur l'identité actuelle, on va dire, de la structure d'Ethereum. Maintenant du coup on est dans le train, si jamais Ethereum à ce stade nous donne ça, vous comprenez que derrière, pour le coup, c'est un peu comme Bitcoin, la target, elle est autour des 5200, avec un potentiel 6200 à aller chercher. Impulsion, correction, ce qu'on veut, c'est faire la même impulsion derrière. Encore une fois, pas de secret, AB égale CD. On fait cette idée que vous retrouverez dans le chartisme, hein, d'ailleurs, puisque si je vous fais le chartisme ici d'un flag, c'est typiquement cette chose-là, c'est-à-dire de dire en bas de ma correction, j'aurai la même impulsion que celle que j'avais eue précédemment. Et vous voyez ici, ça nous donne 5300. Ensuite, on va sur le total 3, c'est-à-dire toutes les altcoins contre BTC. Pour le moment, on n'est pas sur une zone de retournement ultime, si ce n'est la localisation. Vous le voyez ici, on avait prévu la flat étendue hein, ici qu'on a eu là. Donc pour le moment, si on doit en sortir, il va falloir casser cette distribution. Pour le moment, on n'est pas là-dedans. On n'a pas encore cassé cette distribution. Le niveau daily à venir péter est cohérent avec les 566. Si jamais on se rejoint dans ce point-là, ça sera potentiellement un premier rejet. À savoir, est-ce que ce premier rejet va venir nous faire perdre et faire une continuation de structure baissière. Pour le moment, la structure est baissière, hein, d'accord? Donc, on est contre-tendance sur ce trade. Donc là, pour le coup, sur toutes vos alts, là, on les regarde dans leur globalité. Après, il faudra aller voir chaque structure de chaque alt sur laquelle vous êtes éventuellement en trade. Mais là, on fait un point global sur les alts contre BTC. Eh bien... attention à la fois ce point de rejet daily plus une trend. En général, ce sont des opportunités de short, ok? C'est-à-dire, si je rejoins en même temps le niveau horizontal qui va correspondre à un point de contrôle ou un endroit où en tout cas il y a une résistance plus une trend baissière, à la croisée de ces points-là, j'ai plus de chances de me faire rejeter que de passer au travers. Voilà un peu l'idée sur les alts, mais c'est pas trop mal, et c'est pareil, si on formalise ce W là, celui-ci, et ben on a une très belle structure de retournement également. Si en plus on arrive à péter cette trend, c'est un retour en haut et potentiellement la même chose, toujours une continuation. Voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. On va regarder vite fait la BTC dominance. BTC dominance qui se reprend légèrement. Vous voyez qu'on était ici dans une forme de correction substantielle, puisqu'on avait perdu ici cette trend là. Attention, parce que la BTC dominance est en train de reprendre. Donc finalement, on a un BTC qui, au départ, était a plutôt temporisé même, sur un endroit dans lequel les alts s'en sont plutôt pas mal sortis. Maintenant, dans des préceptes ici de dominance, attention, puisque je pense que, vous le voyez ici, il est possible que cette correction soit terminée. C'est-à-dire qu'on est à nouveau à un regain de dominance. C'est pour ça qu'on est aussi sur BTC. D'une manière générale, je m'attendrais quand même peut-être plutôt à ce qu'on revienne visiter ces points-là sur la dominance. C'est-à-dire fake out, rejet, et les alts performent pas trop mal sur cette petite truc, sur ce petit... Pour le moment, on va juste parler de reprise haussière de BTC. Correction haussière, voilà, on va rester dans cette idée de correction haussière. Avec des runners qui veulent aller chercher, bien sûr, beaucoup plus.
Stablecoin dominance, on n'a pas encore touché, hein, si on devait ici regarder ce W là, vous comprenez bien que on veut une stablecoin dominance qui soit baissière pour avoir des cryptos qui soient haussières. On n'a pas encore invalidé, on n'a pas encore touché la target, déjà c'est une première chose, des 8%. Pour le moment on rejette sur ce niveau 4 heures là, et pour le moment également on reste en tendance haussière. Ce qu'on veut voir c'est que la stablecoin dominance, en fait finalement, continue à larver un petit peu dans sa montée là, par exemple avec un petit retour ici, ça serait pas mal. Rester un petit peu dans ce canal et que la stablecoin dominance derrière nous donne finalement, tout ça était juste une correction haussière, consolidation. Si vous voyez une consolidation baissière sur la stablecoin dominance, vous verrez la confirmation d'une consolidation haussière sur le marché crypto. On regarde ici l'indice du cash en crypto, comme on pourrait le faire pour le Dixie par rapport au S&P 500. Donc là, on veut que ça dégage vers le bas. Pour le moment, ça garde un caractère assez haussier. J'aimerais bien qu'on perde notamment cette trend. Pardon. Et ben pour le moment, c'est ce qu'on voudrait voir. Ce qu'on voudrait voir, en fait, finalement, j'essaie ici d'être bien clair dans mes propos. Vous avez une trend sur la stablecoin de dominance de distribution qui est la violette, là, ici, qui est en weekly. Pardon, ici. Elle a été cassée. Et là, on est au retest. On veut qu'elle réintègre. Si elle ne réintègre pas, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement que ici, vous le voyez, on avait une stablecoin dominance qui distribuait et qui, attention, nous donne le signal comme quoi elle peut être en train de repartir en accumulation. Vous le voyez ici. Maintenant, tout cela a l'air plutôt correctif. Ça a l'air plutôt impulsif. Mais les retournements se font toujours avec des débuts de correction en général assez larvés. Pour le moment, ce qu'on peut voir historiquement, c'est une belle distribution de la stablecoin dominance au travers de ce canal. Donc, éventuellement, un scénario qui serait plutôt indolore, hein, on va dire ça comme ça, c'est que cette correction aille jusqu'à, par le côté, venir chercher finalement les niveaux actuels. Qu'est-ce que ça nous dirait? Ça nous dirait que jusqu'en août, on a une stablecoin dominance qui colle à peu près aux 7%. Et derrière, on ferait éventuellement une continuation. Attention, on regarde de la dominance, donc du coup, on n'ira pas à zéro. Il faut bien comprendre que désormais, les stablecoins ont une place. D'ailleurs, historiquement, on le voyait là-dedans. Ce que vous regardez là, c'est l'adoption des stablecoins depuis leur création. On pourrait regarder des charts un petit peu plus vieilles puisqu'elles ont été créées avant 2020, mais là j'ai rajouté, je sais plus, BUSD, je crois, qui nous enlève un petit peu d'historique. Maintenant il est mort, on pourrait éventuellement regarder des choses comme ça, mais c'est à peu près la même idée. D'accord? Vous avez à peu près la même chart si vous si vous prenez juste USDC et USDT. Cela dit, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Est-ce qu'il y a vraiment des différences, etc. Non, pas vraiment. Et ici, vous le voyez, on redescend jusqu'en 2018. Canal d'adoption des stablecoins dominance, encore une fois. Canal qui est perdu. En général, comment fonctionne l'adoption d'une innovation? Très souvent, on a des très jolis courbes en S, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'attend en ce moment à une latéralisation des stablecoins. On a trouvé peut-être le point haut, 15%. Ce qu'on aimerait maintenant pour avoir ce bull run, c'est continuer à larver un petit peu ici vers le bas. Éventuellement, si on a un nouveau bear market, qu'il revienne à 16% et que pendant un certain temps, eh bien, les stablecoins continuent à être entre 5 et 15% de dominance. Derrière, partir sur une courbe en S, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire d'une certaine manière que c'est pas antinomique. Je veux dire, ça veut pas dire que le BTC va à zéro. Il se pourrait tout simplement qu'une bonne partie des échanges dans le monde se fassent en USDC, USDT, etc. Donc l'adoption des stablecoins, si elle va sur une courbe en S, n'est pas nécessairement ne va pas nécessairement dans l'idée que ça sera absolument baissier pour la crypto. C'est plus éventuellement ici cette idée qu'on peut désormais avoir des sociétés privées qui éditent des assets cryptographiques qui permettent d'aller plus vite que Swift, Visa, toutes ces choses-là réunies, et cela également sans tiers de confiance, c'est-à-dire les banques, tout en préservant le caractère
réserve de change du dollar, entre guillemets. Enfin, ce qu'on va dire plutôt, c'est... Aujourd'hui, on a une forme de régulation qui est en train de nous dire si tu veux éditer un stablecoin, tu dois acheter du bon du trésor américain. C'est pour ça que le Terra Luna a été à un moment détruit. Les stablecoins algorithmiques, les stablecoins basés sur BTC, on va dire que Wall Street n'en veut pas. Wall Street, ou en tout cas l'État profond, n'en veut pas. On reste sur USDC plus USDT, basé tout simplement sur du bon du trésor, de la dette. Si tu veux éditer ma monnaie, si tu veux qu'elle s'appelle dollar, à ce moment-là, tu devras emprunter des bons du trésor américain. Ce qui va tout à fait dans le sens de cette idée d'une répression financière programmée dans un âge de la dette qui vous oblige à détenir de la dette de votre propre État. Et je suis convaincu qu'en Europe, on va y arriver également à ce genre d'idée, c'est-à-dire obligation d'avoir un portfolio, je sais pas, 70-30, 60-40, etc. Et si jamais on est dans la crypto, encore une fois, de détenir du bon du trésor, interdiction des stablecoins algorithmiques, etc., etc., etc. Le mint des USDT, qui s'est un peu calmé dernièrement, mais... vous le voyez ici sur toute cette consolidation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai de l'achat. Ça veut dire que ça veut pas dire ah mince on a arrêté de minter. Ça veut dire que ce qui est minté est burné systématiquement. D'accord? Et qu'on reste à peu près à plat ici. Donc pas d'infos de ce côté-là. Les spreads CME, vous le voyez, on a eu un fort départ des spreads CME, et ça c'était dans la journée de hier. Dans la zone négative, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, sur le CME, on est assez fortement shorté, puisque le prix est plus bas, donc on est plus positionné à la vente sur cet asset qui est un asset futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit beaucoup de longues qui ont pris profit sur le CME, des institutions. Ça veut dire éventuellement également des positions de hedge qui sont en train de se créer, donc peut-être également possiblement de l'achat au spot. En face de mon achat au spot, je fais correspondre un short, ça... edge ma position est gagnante quoi qu'il arrive. Donc là, soit les hedge funds, etc. ont edgé short, soit les institutions sont sorties de leur long, puisqu'on avait un cote, on va le regarder d'ailleurs. Le cote, le Commitment of Traders. Sur le CME, malheureusement on l'a très tard, puisque là on regarde les chiffres de mardi dernier. Donc, on n'a pas les infos de ce qui s'est passé hier. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, c'est tout simplement comme ça. Vous voyez que l'argent leveragé, donc les hedge funds, est sensiblement short. Les dealers, donc les brokers, donc les market makers, sont sensiblement short. Ils absorbent beaucoup de longues qui sont par les asset managers, c'est-à-dire les institutions. Donc, on a ici une dichotomie qui va gagner... à la fin, c'est toujours tout simplement les market makers qui gagnent. Mais pour le moment, mardi dernier, les infos sortent vendredi pour le mardi précédent. Mardi dernier, on était positionné comme cela. Il faudra attendre vendredi pour avoir les infos de mardi. On passe sur la news, on va faire assez rapide. Ici, alors là, il faut regarder cette vidéo qui est complètement hallucinante où finalement l'ancien chef, l'ancien advisor économique de Biden explique pourquoi, c'est très confus, il bégaye beaucoup le monsieur, mais pourquoi on emprunte alors qu'on imprime? En fait, la question qui lui est posée, c'est est-ce qu'on pourrait pas juste imprimer et du coup ne pas faire de dette, tout simplement, diluer effectivement le pouvoir d'achat des gens, mais ne pas le considérer comme une dette, donc ne pas mettre un intermédiaire là-dedans. Et là, ça bégaye très très fort. Bitcoin qui est au 4,7% d'adoption mondiale, ce qui correspond à janvier 99 pour l'internet de l'adoption. Nous sommes so early. Et vous le voyez ici, pareil, cette courbe en S. En l'occurrence, ça a été très linéaire pour internet. Et oui, ça. Et en face, vous le voyez, une progression pas moins rapide. On a à peu près le même taux de montée. Internet créé en 90 et Bitcoin créé en 2009. On a à peu près le même taux de montée au départ. Est-ce qu'on va aller aux 50% d'adoption sur Bitcoin et la crypto? C'est une très bonne question. Le chômage aux États-Unis, on l'avait dit, ce serait une donnée importante. D'ailleurs, le prix s'est très bien repris sur cette news, que ça soit du côté du S&P
comme du côté du Bitcoin, qui a augmenté. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On veut que le marché du travail se détende pour que Powell, eh bien, déjà, puisque la hausse des taux devrait sensiblement, normalement, mettre un frein à l'expansion du marché du travail. Les entreprises qui ont un accès au crédit plus difficile, donc du coup c'est logique. Mais également, voilà, que le marché du travail se détende. Également que Powell, petit à petit, si on y va, atteindre les 4, 5, 4, 9 de chômage, ça va commencer à être tendu pour Powell de garder des taux aussi hauts. Donc c'est aussi ça, le marché essaye de pricer un petit peu ce qui va se passer par la suite. Belle journée d'afflux vendredi, mais ça je pense qu'on a dû le regarder déjà. Donc est-ce que j'ai déjà fait ces news? Je ne sais pas. Je me rappelle plus. 380 millions. Oui, on n'a pas fait de... Ah bah c'est ça, on a fait la vidéo vendredi, on n'a pas fait de vidéo hier, c'est bon. 380 millions d'afflux sur les ETF, et ça c'est très bien. La grosse nouvelle, c'est que c'est la première journée d'influx sur GBTC. Alors je sais pas qui veut rentrer sur GBTC malgré les frais qui sont aberrants, en tout cas... GBTC ne veut pas perdre le lead, ou en tout cas il y a quelqu'un qui a aidé un petit peu ici l'histoire, parce qu'on allait avoir un croisement des courbes entre IBIT et GBTC. On a en ce moment un GBTC qui perd du monde et un IBIT qui en gagne, et ils sont à peu près à la même sauce. Ici j'ai bien aimé cette petite citation qui vous dit: demandez-vous avec qui vous voudriez passer le dernier jour de votre vie et essayez de les appeler et de passer autant de temps que vous pouvez avec eux. Et c'est assez vrai, je trouve. Coinbase qui intègre Lightning Network, pour moi c'est une news très importante. Encore une fois, dans cette idée, le Lightning Network fonctionne plutôt pas mal. L'idée du Lightning Network, je vais pas la réexpliquer là, mais en gros, globalement, vous mettez un BTC à disposition. Vous ouvrez un tube avec quelqu'un d'autre d'un BTC qui lui aussi a fait à peu près la même chose. Et en fait, tous ces tubes interconnectés permettent de très rapidement... Donc on va par exemple, si quelqu'un veut faire une transaction d'un BTC, on va vous prendre votre BTC pour faire la transaction, tout simplement. Ça vous rapporte des fees et c'est extrêmement peu cher pour les frais de transaction, extrêmement rapide. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, je crois que c'est Blue Wallet qui permet de le faire, de justement ouvrir votre propre canal Lightning, puis vous avez plein d'autres apps qui permettent de le faire tout simplement. Ce sont des cold wallets sur lesquels vous dites voilà, effectivement, je mets mon BTC à disposition pour le Lightning. La Power Law, je m'y intéresse de plus en plus parce que c'est assez intéressant. D'une certaine manière, on voit ici que c'est quand même assez chirurgical sur la manière qu'a BTC de suivre cette loi avec le hash rate en abscisse ici. Donc on le regarde en 3D. Relativement intéressant. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à utiliser tous les liens d'affiliation de la chaîne que vous avez en description de la vidéo, à savoir inscription sur les exchanges, à savoir il y a aussi des liens Amazon, etc. Et si vous voulez avoir plus de vidéos par jour, vous avez aussi le bouton rejoindre sous la vidéo sur lesquels je vais sortir des vidéos plus détaillées. Il va y avoir, je pense que ça va se passer fin mai, des modifications sur la chaîne, c'est-à-dire que on va vraiment amener tout ce qui concerne le contenu extrêmement pédagogique, comme je fais là vous voyez que je prends le temps pour faire les vidéos. On va l'amener sur les vidéos affiliées et on va avoir des vidéos publiques qui vont beaucoup plus survoler. Maintenant, ça me paraît important de développer toute cette partie affiliée et de développer, on va dire, un savoir qui nécessite une contrepartie de votre part. Pour le moment, c'est bien comme ça. On va voir également dans quelle proportion ça se fait. Ce que j'aimerais bien, c'est finalement que les vidéos publiques fassent 15 minutes, que ça soit un condensé, qu'elle soit moins didactique mais plus factuelle, peut-être plus basée sur la news que sur le technique, puisqu'on passe beaucoup de temps sur le technique, mais donc le fondamental, voilà, un point sur le fonda, etc. J'en profite pour vous dire également que bien sûr tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants ayant des problèmes cardiaques, qui les opère en France, les fait venir grâce à Aviation Sans Frontières, les accueille en famille d'accueil, les opère avec des liens bien évidemment avec les chirurgiens qui sont d'accord pour opérer à des frais minimes. Ça coûte 12 000 € d'opérer un enfant et l'année dernière on a payé en totalité l'opération de Khalifa. On passe ici sur Wall Street Journal, on
passe sur cet asset-là aussi. Ici, globalement, l'écosystème Bitcoin, le RWA, Real World Asset Tokenisation, ainsi que le DePIN, qui sont plutôt les trends des crypto-ventures actuelles. Ici, on parle de ce retour à 62-64K. Ici, on parle de BTC, donc le russe qui avait créé et qui est accusé d'avoir monté un Ponzi. On parle ici de Kiyosaki. Alors Kiyosaki, moi j'aime bien son bouquin, etc. et tout ça. Maintenant, ça fait des années, c'est un peu comme Michael Burry, etc. Bien sûr, on peut cracher. Bien sûr, il dira j'avais raison si on crache. Maintenant, ça fait quand même un moment que on crache pas, quoi. Donc voilà, pour moi je suis vraiment plutôt dans l'idée de Russell Napier, c'est-à-dire qu'il nous reste encore une dizaine d'années où finalement, malgré une dette exorbitante, l'économie occidentale, quand j'entends économie occidentale, je parle des Américains et finalement de l'Europe, va utiliser la dette pour fonctionner, jusqu'à ce que ça s'écroule. Si on voit un petit peu ce qui s'est passé au Japon, puisque l'idée de Russell Napier, c'est de vraiment étudier ce qui se passe au Japon pour définir ce qui va se passer après aux États-Unis, bah, c'est actuellement que c'est un petit peu en train de collapse. Donc, le Japon a commencé son quantitative easing 10 ans avant les États-Unis, 97, crise financière de 97, 2008, les États-Unis commencent leur quantitative easing. On peut peut-être donner 10 ans à nouveau aux États-Unis. À voir. Derrière, mes rallyes avec les résultats d'Apple qui sont le catalyseur. Calendrier économique, puisqu'on est dimanche, on va passer un petit peu de temps là-dessus. Il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a beaucoup de discours de présidents, de gouverneurs de banque fédérale, mais c'est tout. Donc on va avoir des infos par rapport à la Fed, c'est-à-dire quel est le sentiment un peu de tous ces gens-là, mais en soi, sinon, pas beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a un discours de Powell. Visiblement, non. On est plutôt sur des vice-chairman, présidents, encore une fois, de Fed régional qui vont parler. Globalement, bah oui, tout le monde, oui, non, il y a une partie qui va être hawkish, une partie qui va être dovish, notamment Michel Baumann, qui est plutôt dans le bon sens, on va dire. Et derrière, je crois que c'est ici Williams, il me semble, qui est plutôt pour le coup lui hawkish. Il y a des différences entre les gouverneurs de Fed, c'est tout à fait normal. La grosse info, ça sera le CPI le 15, mais on n'y est pas encore pour le moment, ça n'est pas la semaine prochaine. On va sur les liquidations ici. 100 millions de liquidés hier, c'est pas beaucoup, mais c'est normal pour un week-end. À peu près 39, un peu moins de la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Là où c'est intéressant, c'est qu'Ether liquide plutôt du long, Bitcoin liquide plutôt du short. La map est somme toute assez mitigée, mais on est sur un comportement de week-end assez normal. En ce qui concerne le carnet d'ordre au spot, eh bien on a des ordres qui se sont rajoutés ici, et c'est plutôt une bonne nouvelle, entre désormais 62 et 62,5. Ça veut dire qu'on a du monde qui court après le prix. Vous le voyez, les ordres qui étaient là sont peut-être refaxés ici. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Quand les gens courent après le prix, bah, ils montent leur prix d'achat un peu plus haut. Attention, parce qu'on a pas mal d'ordres de vente pour pouvoir passer 64, 65. Vous le voyez ici. C'est pas non plus incroyable, mais on a bien 200-300 bitcoins à la vente. Et on parle bien évidemment ici du spot. On regarde du sentiment. Ici, on parle d'order flow. Hein. On parle pas encore des leviers. Les leviers, justement, on avait dit qu'il y avait un gros truc à prendre ici. Bah, c'est chose faite. On va regarder comment c'est comporter un petit peu le prix. Donc là, on était assez fortement long jusque là. Donc on garde ce point de long à venir chercher. Si on corrige, il est possible de repasser sous 60 000. Hein. Ça n'est pas du tout quelque chose qui est exclu. Derrière, vous le voyez, j'ai beaucoup d'open interest qui se rajoutent sur cette montée, donc des contrats, des nouveaux contrats qui s'ajoutent. Ça se fait un petit peu sur du long et un petit peu sur du short. On voit que ici, vous le voyez, il y a un peu dans les deux sens. Pour le moment, ce qui s'est fait en short, et vous le voyez là, j'ai une structure qui latéralise, un funding qui descend, donc j'avais du short là-dedans, a été short squeeze, et ça s'est fait juste là. Derrière, j'ai une structure qui latéralise, un funding qui monte, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un endroit en long à venir chercher dans ces zones-là. Au début du mouvement, hein, finalement. Même le mettre ici.
62 348. Est-ce que j'ai néanmoins du short qui rentre derrière? Ici je baisse, le prix monte. Ici je monte, le prix monte. Pardon, ici je baisse, le prix baisse. Ici je monte, le prix monte. Ici je latéralise très légèrement et le prix a tendance à baisser. Donc on va rajouter un troisième niveau de longue, à venir prendre ici. J'ai pas nécessairement... Enfin, j'avais du short, mais il a été pris, hein, d'accord? Ce qu'on peut éventuellement venir chercher là derrière, vous le voyez, ce sont ceux qui sont garés finalement. On va sauver. Au-dessus de ces points-là, qui avaient représenté des divergences entre le funding et les points de short précédemment. Ça veut dire que si ce short squeeze doit continuer, attention, on a rentré du long sur cette structure-là, donc il ne continuera peut-être pas à partir de tout de suite maintenant, mais donc on pourrait dire éventuellement une correction à 62 322 pour aujourd'hui, pourquoi pas. Derrière, il va falloir venir chercher éventuellement ces shorters de position. En tout cas, c'est là-dessus qu'on se base. 67 235. Mais avant ça, vous le voyez, on a cette résistance en 1 heure, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était le point de contrôle également, et sur laquelle, c'est une résistance. Donc attention à ce que ceux qui sont rentrés sur ces positions-là ne soient pas bardés de pognon, que là, ça soit pas l'équipe des costards qui est tout simplement qui va revenir ouvrir des positions supplémentaires, peut-être grâce à des profits qu'elle a pris sur cette descente, ou peut-être tout simplement parce que elle se hedge, et que donc du coup on n'est pas ce retour éventuellement sur cette zone-là, où là ça réouvre, ça défend, et là on se fait rect, donc à partir de 64, 65. On ira en fin de vidéo faire le scénario qui nous semble le plus cohérent par rapport à tout ça. Ici, effectivement, on voit que dans cette structure, et on l'avait montré par rapport au 59 ici, et par contre sur iBlock, ça semble moins important. Vous le voyez, moi j'ai mis un point là aussi. iBlock considère que les grosses positions ont déjà été prises dans cette structure, donc ça c'est intéressant, mais j'ai quand même une belle boîte de position qui prend son départ à 59. Est-ce que moi j'avais quelque chose comme ça? Oui, à peu près par là. Pour le coup, sur iBlock, il y a toute une belle boîte de position qui se trouve dans cette zone-là. On va la noter sur la charte entre 59 et 62. Pas obligé de les prendre, et c'est toujours la même histoire. Est-ce que c'est l'équipe des costards, ici, les costards cravates, qui est rentrée sur ce mouvement et qui va de toute façon défendre, ou alors est-ce que c'est l'équipe des losers? L'essentiel étant d'être dans la bonne équipe. On a dit 59,62. D'accord? Et on se rajoute ici cette petite boîte de liquidité, comme ça nous permet de ne pas oublier qu'il y a quelque chose dans le coin et de faire un peu attention là-dessus. Ok? Ether, sur la bubble map, la bubble map, la liquidity levels map, même chose, 2979, c'est-à-dire mon point d'entrée. Je suis dans la liquidité là, donc il faut faire attention sur cette position là. Pour le coup, on a ouvert un peu tard sur Ethereum, et pour le coup, on s'inscrit plutôt dans la liquidité. Maintenant, au moment où on l'a fait, on n'était pas en capacité de savoir que pas mal de monde allait suivre derrière. Donc, là, 7 jours... vous voyez qu'elle est pas mal nettoyée. Il nous reste peut-être à nettoyer cette petite boîte là qui est au-dessus. Et là, on voit très bien que du coup, à partir de 60 000 $, là en l'occurrence, c'est plutôt là que c'est identifié, 60 800 par iBlock et non pas 59. On a une boîte de liquidité intermédiaire qui s'est formée. Donc, il y a plusieurs scénarios. Soit on vient prendre la liquidité intermédiaire, on réenclenche plus de short encore au-dessus, puisque tout le monde se dit, ok, c'est un rejet sur la zone des 64, et là on vient chercher 65, 66. Typiquement l'épaule tête-épaule dont on parlait tout à l'heure, finalement. Soit on dévisse sous la structure et on vient prendre ce qui se passe sous 55, tout à fait possible également. Soit on vient chercher des shorters de position qui sont en place depuis beaucoup plus longtemps. Le funding est dans des zones assez neutres, 0,01. Quand je dézoome sur la 3 mois, il faut se dire ici qu'il y a la même chose en position. Finalement, on est en funding neutre, donc du coup, j'ai exactement la même quantité de personnes qui sont en haut comme qui sont en bas. Derrière, ce qui va faire la différence, je vous rajoute ici L4, L5, parce que sur la 3 mois, ça me paraît cohérent. Donc là, voilà, on a la même chose d'un côté comme de l'autre. La même quantité de valeur. Il y a une très belle boîte ici jusqu'à 50K. Beaucoup de gens appellent au 52, et c'est tout à fait possible qu'on y aille. Derrière,
Un sentiment dégradé énormément, plus que de raisons qui engendrent de la vente au spot nous emmènerait dans cette zone-là. À l'inverse, un sentiment dégradé mais pas trop, celui qui peut peut-être tout simplement faire que les très gros ne vendent pas. Vous voyez qu'on a des belles conditions de boîtes de liquidité intermédiaires qui se font ici. Le point chaud n'a pas été pris. Le point chaud il est plutôt ici autour des 55. Vous le voyez là, il est vraiment très jaune. Il y a beaucoup de monde à 55, 56 quand on regarde la 3 mois. Hein. Mais si le sentiment est dégradé mais pas trop, c'est-à-dire dégradé sur les leviers mais pas dégradé au spot, hein, en fait c'est ça qu'on regarde. Et c'est plus ou moins quand même ce que la structure peut éventuellement nous annoncer. On peut se servir de la liquidité des leviers intermédiaires ici, des shorters, pour aller prendre des points plus importants en spot. La target ici commence à se dessiner, vous le voyez, 88. Sur la 7 jours sur Ether, on va pas faire la 3 mois, mais sur la 7 jours sur Ethereum, on voit aussi que le point chaud a été pris ici en haut. On commence à attaquer la boîte de liquidité intermédiaire qui trouve ça sur sa 2900, on en a parlé déjà. Si on vient chercher plus haut, c'est 3003. Si on vient prendre tout en bas, c'est prise du bas. Donc on va sur le prix et on fait la conclue de cette vidéo. On est là en 2 heures, on va tout de suite se mettre en 15 minutes. Pour moi, le scénario ici, qui reste sensiblement probable, c'est quelque chose comme ça, d'accord? Et en l'occurrence, venir couvrir un petit peu Steam Balance, éventuellement même rebondir tout pile sur cette vallée. Cette vallée est censée protéger le reste du mouvement, d'accord? Sous-entendu, même, on pourrait retester la ligne de coup de ce petit W que vous voyez ici, qui est un W 15 minutes, sur lequel il pourrait être intéressant de retest. Donc, pour moi, on irait plutôt dans le sens d'une petite correction ce week-end, même si on peut percer au travers, hein, et souvent le week-end maintenant, en ce moment, on a quelques surprises. Maintenant, depuis la disparition du Silvergate Exchange Network, qui était un très bon système qui permettait aux market makers de faire des gros mouvements de liquidité le week-end, puisqu'on avait une banque qui permettait de faire le lien, de dire moi je te prête tant, il n'y a pas de souci, et on avait même un système qui permettait à tout le monde de se prêter les uns les autres, hein, puisque c'est une histoire de liquidité, le market making. Ça veut dire si je suis market maker, et finalement Binance va me dire moi je t'ouvre une belle boîte de liquidité, je vais t'ouvrir par exemple 6 milliards maxi. Je dis des chiffres au hasard hein, ici. Je vais t'ouvrir 6 milliards maxi et avec cette liquidité-là que je te prête, tu vas te débrouiller pour me réguler mon exchange en termes de liquidité, apporter de la liquidité sur mon exchange. Ça veut dire que tout le monde doit se suivre. Binance doit suivre Bybit, qui doit suivre le spot, qui doit suivre... Et pour ça, on a des gens dont c'est le travail qui viennent faire effectivement ce boulot-là. Donc les market makers ont peu d'accès à la liquidité le week-end depuis la disparition du Silvergate Exchange Network. Maintenant, on a eu des moments de liquidité le week-end aussi, hein, c'est arrivé. Donc c'est pas nécessairement une donnée stable. Le fait qu'on range le week-end, ça c'est pas toujours vérifié. Bon là on est dimanche, il est 9h du mat, on va voir. Encore une fois, voilà, c'est soit là, soit là. Voilà, donc intraday, encore une fois, il y a intraday, hein. Encore une fois, pour moi intraday. Maintenant, celui qui veut jouer un trade de position short là-dessus, c'est également le bon endroit. Ou en tout cas, le 1 heure ici est le bon endroit. 64 est un bon endroit pour rejeter, hein, tout simplement. Quand on regarde la 15 ici, j'ai quand même plutôt l'impression que on est sur une... Alors, autant si on avait fait la vidéo ici, j'aurais dit attention, c'est une montée larvée, j'aime pas trop. Ça vient chercher ses shorts, et puis ça se ravise, et ça accumule du long, d'accord. À l'inverse, je trouve que ça, c'est pas trop dégueulasse pour le coup être cassé à la hausse. Maintenant, je dirais qu'avant ça, on a peut-être besoin de venir faire un petit tour là-dessous, ou ici. D'accord. Donc, c'est les 3 niveaux qu'on va regarder. Je viens sous cette accumulation de stop longueur, je viens sous cette accumulation de stop longueur, ou je viens vers la vallée qui doit protéger le pic, tout simplement. Pourquoi la vallée protège le pic? Potentiellement, déjà, en plus, juste en dessous de la vallée, on a quelque chose à protéger. Là, il y a un petit peu de pognon là, qui est rentré, hein, ici. Ça a donné de l'impulsion, après, derrière. Donc, la vallée protège le pic, c'est comme ça. La vallée protège la jambe, pardon. La vallée protège la jambe qui est en dessous. En général, enfin souvent, on voit ce genre de choses se faire.
c'est-à-dire que j'ai une consolidation, beaucoup de monde qui est rentré sur cette consolidation. Si jamais je reviens sur la base de cette consolidation, et là la psychologie est un petit peu la même, eh bien je vais avoir des gens qui vont renforcer leur position ici, d'accord, et je vais avoir également des shorters, à l'inverse, c'est un retest mais dans l'autre sens, c'est ce qu'on expliquait en début de vidéo, je vais avoir des shorters qui se sont fait peur, ici sur toute cette, des vendeurs ici qui se sont fait peur, qui du coup à leur point d'entrée, eh bien, ou dans la consolidation dans son ensemble, à leur point d'entrée, eh bien vont venir revendre. Quand je vends quand je close un short, je pratique un acte d'achat. Donc, voilà, ça c'est pas dégueu, moi je trouve, sur la 15. Si on arrive à péter la distribution encore plus, on accumule du shorter hein, dans ce type de structure et on sort du longueur, hein, c'est pour ça que c'est pas dégueu. Maintenant, on va voir quelle est la suite. Est-ce qu'on a besoin de passer sous la structure, de venir prendre les stop longueurs des gens qui sont au 61 et 62,3. Personnellement, scénario privilégié, 60 800, hein, c'est ce qu'on a vu. D'ailleurs, on vient croquer un petit peu de cette boîte de liquidité. On prend le point chaud, mais sans non plus altérer littéralement complètement l'histoire. Donc j'aurais tendance à dire que ça serait un joli endroit. Voilà, quelque part entre ça et ça, on verra pour la vidéo suivante si on y est allé. Mais étant donné qu'on a quand même laisser du temps ici, un petit peu de monde de rentrée. Maintenant, comprenez bien, ici, il y a quelque chose à venir prendre. D'accord? Mais nous, on part du principe que ça a tellement poussé derrière qu'il y a probablement ici des gros joueurs. D'accord? En fait, on a de la smart money ici en longue, et on a, c'est relativement visible également, de la smart money ici en short. D'accord? Est-ce que c'est les mêmes? Je sais pas. Mais parce que la smart money, vous en avez toujours dans les deux sens. La question, c'est qui gagne à la fin. Encore une fois, il y a une équipe de costard cravate. On va appeler ça les costards cravates, l'équipe des bleus, et puis il y a l'équipe des costards cravates, l'équipe des rouges. Concrètement, ici, vous avez un combat entre les bleus et les rouges qui est permanent. Parfois, c'est les mêmes. C'est-à-dire que effectivement, comment vous expliquer? D'accord. J'ai le mouvement ici de, par exemple, on se reprend. Là, je vais avoir des marques. Très peu de gens vont vouloir rentrer, par exemple, short. Imaginons, hein, le mouvement est haussier. Et en l'occurrence, ici, je vais avoir des market makers qui vont devoir fournir du short. D'accord, devoir fournir les contrats inverses. Je rappelle que sur les leviers, ce sont des contrats. Il y a forcément quelqu'un en face. Ok. Si jamais mon asset leveragé est mal fourni en liquidité par les market makers, je vais avoir un souci parce que si là j'ai des gens qui veulent ouvrir long très très fort, eh ben, le risque s'ils le font market, c'est que le prix s'envole et qu'on ait un spread entre, on va reprendre l'exemple de Binance, qui doit être, dont la liquidité doit être fournie par des market makers. On reprend l'exemple de Binance, bah, du coup, ici, il va falloir qu'il y ait des gens qui... À l'époque, les market makers, c'était ceux qui décrochaient le téléphone quand il y avait une crise. C'est-à-dire que c'était les seuls à qui vous pouviez vendre. Alors, ils vous proposaient des prix d'enflure, hein, mais au moins, il y avait quelqu'un qui décrochait le téléphone. À l'époque, c'est né comme ça. C'était de l'apport de liquidité parce qu'il fallait le faire. Ici, sur la crypto, on a quelque chose de différent, c'est qu'on a plein d'exchanges différents. On n'a pas juste un seul point d'accès, hein, on va dire ça comme ça. Donc il y a une nécessité de, si vous êtes un exchange, d'avoir des gens qui apportent cette liquidité-là. Et ici, bah, il faut que des gens prennent la contrepartie pour garder le prix à la fois dans la zone du spot, dans la zone de Bybit où il n'y a pas forcément ces bids, où il n'y a pas forcément les mêmes ordres, dans la zone de un peu tout le monde, etc. Et ça, c'est un boulot qui est fait par quelqu'un. Donc ici, imaginez qu'ils ont absorbé tous les shorts en réponse à tous les longs qui étaient rentrés là-dedans. D'ailleurs, au bout d'un moment, étant donné qu'ils ont des lignes de crédit assez importantes, bah, le prix se retourne. Ici, ils prennent leur profit, ils commencent à accumuler du long jusqu'à ce que ça soit un petit peu la même chose. Le prix trouve un bottom avec quelque part en plus un ou deux acteurs qui sont positionnés à l'achat au spot sur ces zones-là, etc. Donc il y a moins besoin de venir market maker entre le spot et
le boulot est fait entre guillemets par d'autres gens. Et il y a un autre concept formidable sur la crypto qui est le funding, c'est-à-dire que vous-même vous pouvez devenir un market maker. Comment ça? Tout simplement, si le funding est négatif, vous êtes payé pour longuer. Et c'est un travail de market maker que vous venez faire. Donc, par ailleurs, en tradant en fonction de la liquidité, d'une certaine manière, vous essayez de vous mettre dans le sens des market makers, mais plus que ça, vous faites vous-même du market making, en fait, d'une certaine manière. Voilà les amis, on a encore fait une vidéo super longue, c'est dimanche matin, c'est pas grave, on est bien, voilà. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du pédagogique qui vont passer sur la partie affiliée, et ça sera à partir du 22 mai, donc renseignez-vous éventuellement sur les affiliations. Derrière, je vais également rentrer un nouveau partenaire, là, en termes d'exchange. Ça va se faire, là, c'est juste que je suis feignant pour répondre aux mails, etc., et m'en occuper. Mais ça va se faire. Attention à ce point de contrôle au 64, ça c'est une chose qu'on avait déjà dite. Si ce qu'on veut voir éventuellement, c'est ce genre de structure de retournement si elle a lieu. Si on continue ce flag et qu'on pète ce flag, c'est encore mieux. Puisqu'on est en position nous, donc ça nous va comme ça. Donc voilà, vous avez une petite distribution aussi là qui peut éventuellement vous parler, juste au-dessus de la distribution plus importante qui est actuellement en train d'être retestée. D'accord, je dis que c'est pas exclu qu'on vienne prendre un petit peu de thunes là-dessous, mais il est possible qu'on fasse un flag et qu'on dégage au-dessus. Pour moi, quand même, scénario privilégié, c'est quand même un petit retour aux 60 800. Maintenant, pas de certitude de ce côté-là, et si on voit cette distribution ici péter, pour le coup, ça invalide un petit peu cette idée de revenir en bas, puisque, en fait, on saura que c'en est potentiellement... Ça n'est pas le bon scénario ici d'aller à 60 800. Tout simplement si jamais déjà la liquidité qui se passe au-dessus de ça vient à être cueillie, d'accord? Donc d'une certaine manière, c'est très maladroit comment j'explique les choses là, mais voilà, d'une certaine manière, vous avez une autre distribution ici intermédiaire, à peu près par là, qui correspond de pas très loin à la petite distribution du moment. Donc là, il y a une première défense des 64. Si on perce cette défense des 64, ça va short squeezer à nouveau. Ça va réaccélérer à nouveau. Ce qui nous permettra peut-être, après c'est pas une certitude, mais voilà, tout simplement de revenir au niveau supérieur qui sera celui-ci. À partir du moment où on fait ça, on a une jolie structure de retournement pour éventuellement aller encore plus haut. Vous le voyez ici également. C'est-à-dire que il s'agit ici du break-off structure. L'endroit où on vient à casser la distribution en 4 heures est très exactement à 66 740, légèrement au-dessus même à 67 200. Venir péter ça nous donne un joli signal de retournement. Qu'est-ce qu'on voudra voir par la suite? Un plus bas, plus haut que le précédent. Peut-être sur la zone notamment des 64, un retest des 64. Et là, on met la charrue avant les bœufs. Mais ça serait cohérent de faire quelque chose comme ça. Venir prendre un petit peu de liquidité légèrement au-dessus de ça. Pour le coup, notre épaule, tête-épaule, celle qu'on cherchait ici, se situera plutôt ici. Ok. Donc toutes les psychologies sont possibles, mais on reste ici pour moi plutôt dans l'idée que le bottom est trouvé. Attention, on s'était très partiellement trompé ici, en disant le bottom est trouvé. Par contre, on a énormément mis de l'eau dans notre vin, puisqu'on a assez rapidement dit, bon, de toute façon, on est contre-tendance. Excusez-moi. De toute façon, on est contre-tendance, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des profits, ce qui est la bonne chose à faire dans ces cas-là. On a pris des profits et on a remonté notre stop loss à break-even, tout simplement pour faire quoi? Pour rentabiliser la position quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, on était bien. J'ai effacé un truc là, mais ça doit pas être très grave. Voilà, donc l'idée, en fait, pour moi, c'est oui, le retournement est là. On sera sur, je pense, une continuation haussière. C'est en tout cas ce que je joue. Il serait très très bon de dégager ici en haut sans corriger cette liquidité-là intermédiaire, mais je doute que ce soit le cas. Je serais plutôt dans un scénario privilégié où on vient prendre quelque chose dans cette liquidité intermédiaire. Maintenant, si on ne le fait pas, c'est très bien. Si on fait une continuation ici en flag, pour le coup, je vise ça, ensuite correction, retest
soit des 64, soit un petit peu plus bas, éventuellement même jusqu'à 60, et boum, d'accord? Donc il y a des tas de zones ici sur lesquelles il peut être intéressant de vous dire, bon, mon trade est gagnant, je mets mon SL à break, bon là pour le coup nous on est bien en bas là hein, sur l'entrée, mais je mets mon SL à break, comme ça je suis tranquille, et je prends des TP partiels comme on a fait sur les 200%, comme on a fait sur les 64, puisque c'était le point de contrôle. Ici, il y a un endroit intermédiaire où on prendra. Alors, je vous dis pas de prendre 80%, mais au moins, vous êtes sur des positions qui vont petit à petit s'alléger vers le haut. Là, il y aura quelque chose à prendre également. Et pour le coup, on laisse juste les runners aller chercher ça. Et aller chercher éventuellement ça. D'accord, 115, 88 étant les endroits où on voudrait éventuellement voir le prix se positionner un petit peu plus tard. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on va faire des vidéos affiliées qui seront moins longues, des vidéos publiques pardon, qui seront moins longues, mais moins intéressantes également peut-être, en tout cas pour ceux qui veulent faire de l'apprentissage. Et à l'inverse, on va faire des vidéos affiliées. C'est un peu dommage pour le moment de passer 1 heure sur les vidéos affiliées parce que je dois avoir une trentaine de personnes qui regardent les vidéos affiliées, quelque chose comme ça. Donc ça me fait un peu mal au cœur, mais maintenant c'est un peu le seul moyen aussi de les pousser que d'aller mettre la partie vraiment pédagogique dessus. Hein. Je pense que c'est la solution. Donc on va essayer de pousser cette idée-là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, j'aime pas du tout les montres, d'ailleurs j'en ai jamais. C'est pas du tout un délire qui me plaît, etc. Mais je sais qu'il y a un vrai marché, il y a une vraie cote pour les montres, etc. Est-ce que vous-même vous portez une montre et est-ce que c'est une montre basique ou est-ce que vous êtes sur ce marché des montres de qualité, entre guillemets? Question à la con, hein, il en faut une, donc voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de mettre un like et à demain. Ciao, ciao.